Bonjour, nous poursuivons notre recherche sur la manière dont le terrorisme se définit, se comprend, s'interprète et nous allons nous engager sur la vision américaine. Aux États-Unis, les lois et les règlements donnent une définition assez différente du terrorisme eu égard à ce qui se passe dans le reste du monde. Les autorités ne s'appuient pas sur une notion commune qui varie en fait selon les priorités des acteurs concernés. Elle s'est élargie avec le temps et les événements et peut désormais englober des atteintes aux biens sans violence. Le FBI s'appuie sur la définition fournie par le Code des règlements fédéraux des États-Unis, recueil des règles et documents et règlements généraux et permanents publiés par les divers départements de l'exécutif et des agences dépendantes du gouvernement fédéral. D'après ce texte, le terrorisme est l'utilisation illégale de la force ou de la violence contre des personnes ou des biens pour intimider ou contraindre un gouvernement, la population civile ou toute partie de celle-ci pour atteindre des objectifs politiques et sociaux. L'US Code, le Code des États-Unis, qui a été amendé par le Patriot Act du 26 octobre 2001 et qui vient d'être en partie réduit, non pas sur les problèmes de définition, mais sur le problème d'utilisation des pouvoirs de la National Security Agency, élargit, lui, la notion en distinguant le terrorisme international du terrorisme intérieur en fonction de l'origine des auteurs ou de leurs victimes, des moyens utilisés et du lieu de leurs activités. Le terrorisme est dans les deux cas toute activité mettant en danger des vies humaines et visant à intimider la population ou infléchir la politique du gouvernement par le biais de destruction massive, assassinat ou enlèvement. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis, notre ministère de l'Intérieur, autorité fédérale créée en 2002 par le Homeland Security Act qui faisait suite aux attentats de septembre 2001, définit le terrorisme comme toute activité mettant en danger des vies humaines ou pouvant détruire des infrastructures essentielles ou des ressources clés, violant les lois pénales des États-Unis et visant à intimider ou contraindre la population, influencer la politique du gouvernement par l'intimidation ou la contrainte, infléchir la partie politique du gouvernement par le biais de destruction massive, d'assassinat et d'enlèvement. La notion de terrorisme est élargie aux atteintes aux infrastructures et ressources importantes de l'État. On le voit, le processus est très créatif et très évolutif. Après les attentats qui ont frappé les États-Unis en septembre 2001, le président Bush bouleversera la politique étrangère des États-Unis en inventant un concept, celui de guerre contre le terrorisme. Le concept et les aboutissants de la guerre contre le terrorisme marquent définitivement la fin d'une vision des relations internationales établie notamment par les États-Unis durant la guerre froide. La guerre contre le terrorisme s'oppose aux théories prédominantes durant 40 ans dans le monde. Elle est décrétée par l'administration américaine. Elle n'a pas pour but de viser un État précis, mais contre un phénomène infra-étatique flou et difficile à identifier. L'ennemi utilise alors des moyens non conventionnels et asymétriques, et pour pallier à cette difficulté, il est annoncé par le président George Walker Bush le 21 septembre 2001 devant le Congrès, qui n'est pas avec nous et contre nous. Une courte citation qui précise assez clairement que les États-Unis définissent qui est terroriste et exigent des autres États, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, soutenir la politique américaine dans sa lutte contre le terrorisme de manière ouverte et claire, ou être considérés comme des soutiens ou voire des complices du terrorisme. Comme durant la guerre froide, les États-Unis adoptent une nouvelle vision binaire des relations internationales, mais là où dans le passé les théoriciens utilisaient des justificatifs stratégiques et idéologiques, le président Bush considère qu'il y a des concepts appréciatifs qui sont simplifiés, le bien, le mal, qui remplace le vocabulaire diplomatique traditionnel par un vocabulaire plus religieux. Les relations internationales ont été donc entièrement redéfinies et les États soutenant les États-Unis ont dû fournir des informations et ont été réhabilités au rang de partenaires malgré leur passé, ce qui fut le cas par exemple pour l'antiterrorisme de la Russie ou de la Chine, alors même qu'en matière d'espionnage ou de contre-espionnage, de manière presque schizophrénique, on les considère, et on les considère toujours, au niveau des États-Unis, comme des adversaires. Tandis que les pays soupçonnés d'abriter des terroristes furent désignés comme des cibles au même titre que les terroristes eux-mêmes. La guerre contre l'Afghanistan des talibans en 2001 fut la conséquence directe de cette redéfinition de la politique américaine, alors même que les talibans eux-mêmes, création des services pakistanais pour lutter contre les soviétiques,
négociaient le transfert d'Oussama Ben Laden venu du Soudan pour aller ailleurs, afin de continuer leur mainmise sur le territoire, nonobstant les activités des uns et des autres. La guerre contre le terrorisme s'oppose aussi aux théories des relations internationales habituelles, y compris dans les années de guerre froide et même dans les années 90, puisque de facto, les États-Unis avaient une logique de défense d'intérêts stratégiques de manière purement pragmatique, quelle que soit la nature des régimes qui leur étaient favorables, y compris des dictatures sanguinaires, et affaiblissaient un certain nombre de puissances émergentes qui apparaissaient comme altermondialistes. Dans la limite de cette politique, les États incapables d'empêcher l'émergence des terroristes en leur sein à l'égard de pays frères eurent à défendre une politique de coopération internationale qui visait à prendre en compte les intérêts américains, ce qui explique d'ailleurs l'attaque de l'Irak en 2003 et le renversement du régime de Saddam Hussein, alors qu'aucun lien avec quelque activité terroriste que ce soit, et surtout pas Al-Qaïda, n'a jamais pu être démontré, pas plus d'ailleurs que les armes de destruction massive supposément entre les mains du dictateur ne furent jamais retrouvées. En fait, on considère que la guerre au terrorisme est d'abord un moyen de politique internationale qui vise à exporter des éléments de politique intérieure américain pour remplacer une absence de politique extérieure, en tout cas définie sur les réalités des problématiques terroristes et pas des mouvements de contrôle des territoires, notamment au Moyen-Orient. C'est donc toute la politique internationale américaine qui est redéfinie autour de la guerre contre le terrorisme et qui s'abstrait pour la première fois d'une décision qui semblait défavorable des Nations Unies afin d'envahir l'Irak, créant par un effet pervers et des répliques majeures la situation connue aujourd'hui. C'est un choix unilatéral, contraire à toutes les politiques de coopération, mais qui a permis ensuite de définir une politique de coopération dans la guerre contre le terrorisme, alors même qu'il n'y avait plus d'opérations plus larges, notamment de stabilisation des pays concernés. On a d'ailleurs noté qu'à cet égard, les États-Unis ont également bouleversé le droit international humanitaire, qui ne prévoyait que deux types de guerres, le conflit armé international d'État à État et un conflit armé non international opposant des groupes armés internes. Or, la guerre contre le terrorisme ne rentre dans aucune des deux catégories, ce qui pose à la fois un problème d'interprétation des conventions internationales, de la Convention de Genève, et également de savoir qui est l'ennemi, ce qui a nécessité la création d'une nouvelle catégorie dite d'ennemis combattants, qui n'entre dans aucune des catégories clairement identifiées et qui a abouti aussi à la création du camp d'internement de Guantanamo, hors du territoire américain, soumis à des règles extraordinaires et dont nul ne sait d'ailleurs aujourd'hui comment se débarrasser après quasiment 15 ans de lutte contre le terrorisme. C'est d'autant plus sensible que les États-Unis en 2001 ne sont pas frappés à un moment de faiblesse, mais à un moment où ils sont au sommet de leur puissance et par des opérations asymétriques et atypiques qui mettent en doute même leur capacité, notamment à la dissuasion nucléaire, puisqu'ils ne sont pas attaqués par un État et qu'ils ne nucléarisent d'ailleurs pas l'État en question, même s'il est l'espace d'hospitalité pour la nébuleuse Ben Laden. On voit bien à cet égard que la guerre contre le terrorisme est une conception qui n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace, et donc la région, notamment le Moyen-Orient, sont directement impliqués ou impactés, ainsi que le Sud-Est asiatique, par ce type d'opération. Les choix montrent d'ailleurs qu'il y a une problématique générale puisque la guerre contre le terrorisme est essentiellement une opération de police largement étendue et d'ailleurs la plupart des experts internationaux tombent d'accord pour dire qu'on ne peut pas faire la guerre au terrorisme, qu'on doit y faire la police et donc on est très loin de l'idée générale qui était celle du débat international sur la lutte contre le terrorisme, la prévention du terrorisme
et les actes terroristes. Les États-Unis, par des soucis de commodité, après une attaque historiquement très forte, l'hyperterrorisme, ont dû modifier et moduler leur manière d'interpréter le terrorisme en créant les conditions, non pas d'une définition, mais du mode opératoire qu'il indique dans une logique de guerre, c'est-à-dire une procédure militaire, alors même qu'ils ne sont pas en situation de dire qui est l'ennemi. Le CNAM.